J'ai versé le poison dans son café ce matin-là, pas une dose mortelle, juste assez pour que ses entrailles se tordent comme les miennes l'avaient fait pendant des années. Elle a toussé, les yeux exorbités, et pour la première fois depuis que j'avais 10 ans, j'ai vu la peur réelle dans son regard, pas celle d'une mère protectrice, mais celle d'une femme qui sait qu'elle a perdu le contrôle. « Pourquoi, ma fille ?» a-t-elle murmuré en s'effondrant sur la table du petit déjeuner, mais je n'ai rien répondu. La vengeance, après tout, n'a pas besoin d'explication quand la trahison en a déjà tant fourni. Paris s'éveillait sous un ciel d'automne pâle, les klaxons des voitures sur le boulevard Saint-Germain résonnant comme un cœur moqueur tandis que je marchais d'un pas mesuré vers la Seine. Mon cœur battait avec une précision chirurgicale, pas de remords, juste une satisfaction froide qui me rappelait que j'avais enfin repris les rênes de ma propre histoire. Maman, ou devrais-je dire, cette femme qui m'avait porté 9 mois sans jamais vraiment me vouloir, gisait encore chez elle, dans notre appartement haussmannien du 6e arrondissement, attendant les secours que j'avais pris soin d'appeler anonymement. Mais ce n'était que le début, le poison n'était pas physique, il était bien plus insidieux, ancré dans les secrets que j'avais exhumés de nos archives familiales, c'est l'étude de papa qu'elle avait osé diluer pour ses chouchous. Papa n'était pas un homme ordinaire. Professeur d'histoire à la Sorbonne, il avait passé sa vie à disséquer les révolutions françaises, ces soulèvements du peuple contre l'oppression aristocratique, avec une passion qui illuminait ses yeux verts les mêmes que les miens. Il était mort quand j'avais 8 ans, emporté par un cancer fulgurant qui l'avait rongé de l'intérieur comme un feu vorace. Avant de partir, il m'avait légué tout, ses carnets manuscrits, empilés dans une malle de cuir patinée sous mon lit, ses lettres à des collègues illustres, jaunies par le temps, et surtout, son rêve pour moi, Élise, sa fille unique. « Tu seras l'héritière de mes mots » m'avait-il murmuré un soir d'hiver, sa main osseuse serrant la mienne. Ne les partage jamais avec ceux qui ne les méritent pas. J'avais hoché la tête, une gamine de 7 ans déjà marquée par la certitude que le savoir était un trésor personnel, une arme forgée dans l'intimité. Maman, Claire, avait été sa seconde épouse ou une beauté éthérée aux cheveux roux cascadant comme une chute d'eau sur les épaules d'une bohème parisienne. Elle l'avait rencontrée lors d'un vernissage au Louvre, où papa dissertait sur la terreur avec la ferveur d'un révolutionnaire en exil. Leur union avait été un tourbillon, dîners arrosés de Bordeaux dans des bistrots de Montparnasse, promenades le long de la Seine où il lui récitait des passages de Michelet. Mais après sa mort, le vide l'avait englouti. Elle s'était remariée 2 ans plus tard avec Marc, un banquier terne aux costumes impeccables et aux ambitions mesquines, un homme qui collectionnait les montres suisses plutôt que les idées. Et avec lui étaient venus les jumeaux, Antoine et Lucien, mes demi-frères, nés d'un ventre qu'elle avait offert à un autre comme si le mien n'avait jamais existé. Au début, j'avais essayé de les haïr en secret, ces 2 gamins aux boucles blondes et aux rires stridents qui envahissaient notre appartement comme une invasion de sauterelles. Maman les couvait d'un amour féroce, les emmenant à Disneyland Paris pendant que je restais cloîtré avec les fantômes de papa. « Partage, Élise » me disait-elle d'une voix mielleuse, en me tendant un de ses carnets. « Ton père aurait voulu que ses études profitent à toute la famille. » Toute la famille ? Ces mots me brûlaient comme de l'acide. Papa n'avait jamais mentionné Marc dans ses testaments intellectuels, ses notes étaient pour moi, gravées de marginal à mon intention, pour Élise, qui comprendra la fureur des opprimés. Pourtant, elle insistait, photocopiait les pages, les glissait dans les cartables des garçons lors de leur devoir d'histoire au lycée Henri IV. Antoine, le plus malin, citait papa dans ses dissertations comme si c'était ses propres pensées, Lucien, le brute, les utilisait pour impressionner ses profs et décrocher des bourses que j'aurais dû avoir. J'avais 16 ans quand la première fissure s'est élargie en gouffre. C'était lors d'un dîner familial forcé, dans la salle à manger au lambris sombre où papa avait autrefois dicté ses conférences. Maman avait commandé un gigot d'agneau saignant, du genre à dégouliner sur la porcelaine de Limoges, et Marc trônait en bout de table, vantant les prouesses de ses fils. Antoine a eu 18 à son oral sur la Révolution grâce aux notes de ton père, Claire. Il est fait pour l'ENA. Elle avait rayonné, posant sa main sur celle de Marc, ignorant mon couteau qui tremblait contre mon assiette. J'avais ouvert la bouche pour protester, mais les mots s'étaient coincés, et moi ? Les études de papa sont à moi. Elle avait ri, un rire cristallin qui masquait la pierre froide en dessous. Ne sois pas égoïste, ma chérie. Le savoir se partage, comme l'amour. Tes frères en ont autant besoin que toi. Assez besoin. Ces carnets étaient mon oxygène, les nuits passées à les dévorer sous la lampe de chevet, imaginant papa penché sur son bureau, sa pipe fumant un tabac âcre qui embaumait encore la pièce. J'avais postulé à Sciences Po sur la foi de ces annotations, rédigé un mémoire sur la guillotine comme métaphore de la trahison familiale ou ironique, n'est-ce pas? Mais quand les résultats étaient tombés,
Antoine avait été admis en priorité, son dossier gonflé par des extraits empruntés. Maman avait trinqué à sa santé avec du champagne mouette, me tapotant l'épaule comme à une perdante consolable. Tu auras ta chance, Élise. Patience. Patience? J'en avais eu 13 ans de patience, depuis le jour où Marc avait emménagé, transformant notre sanctuaire en nurserie bruyante. Les mois suivants ont été un lent empoisonnement psychologique, de ceux qui rongent l'âme sans laisser de traces visibles. Je me suis replié sur moi-même, errant dans les couloirs du Louvre comme un spectre, caressant les toiles de Delacroix où les femmes hurlent leur rage contre l'injustice. À la maison, je feignais l'indifférence, sourire forcé au dîner, compliment aux exploits des garçons. Mais la nuit, je fouillais la malle de papa, cherchant des armes invisibles. J'y ai trouvé plus, une lettre scellée, adressée à maman, datée de sa dernière semaine. Claire, si je pars, protège Élise. Ses frères ne sont pas les miens, ne dilue pas mon legs pour apaiser tes remords. Elle l'avait lu, bien sûr les bords étaient froissés mais l'avait ignoré, préférant l'illusion d'une famille unie à la vérité brute. C'est cette lettre qui a allumé la mèche. J'ai commencé à planifier, pas avec des bombes ou des lames, mais avec la précision d'un historien reconstituant un complot jacobin. D'abord, j'ai numérisé les carnets, cachant les originaux dans un coffre à la Banque de France sous un faux nom. Puis, j'ai contacté un notaire discret, un vieil ami de papa rencontré lors d'une conférence sur Robespierre. Votre père a laissé un codicille, m'a-t-il dit, les yeux plissés derrière ses lunettes en écaille. Les études sont indivisibles, elles reviennent à l'héritier direct, sans partage. Mais maman l'avait contesté, arguant que le mariage unissait à tout. Le procès avait été étouffé, un accord à l'amiable scellé en privé, partage équitable. Équitable? Pour elle, oui, pour moi, c'était une amputation. Mon plan s'est cristallisé lors d'une visite au Père Lachaise, où papa reposait sous une stèle gravée de ses dates et d'une citation de Voltaire, j'ai décidé de ne rien décider. J'ai pleuré ce jour-là, non de chagrin, mais de rage pure, agenouillé dans la boue automnale, les feuilles mortes collant à mes genoux comme des cicatrices. Je vais la faire payer, ai-je juré à sa tombe, et le vent a semblé approuver, portant mon serment vers les cyprès. De retour à l'appartement, j'ai souri à maman en lui servant le thé, mais mes yeux scrutaient déjà les fissures, sa dépendance au calmant pour masquer les migraines, les disputes chuchotées avec Marc sur l'argent qui filait pour les études des garçons. Elle était vulnérable, et je le deviendrais pas. Les premiers pas de ma revanche ont été subtils, comme les murmures d'une foule avant l'assaut des barricades en 1848. J'ai commencé par infiltrer leur monde, ce cocon doré qu'ils s'étaient tissé autour des études de papa. Antoine, l'aîné des jumeaux, étudiait le droit à la SAS, rêvant d'un poste au Quai d'Orsay. Je me suis inscrite à un séminaire optionnel sur la diplomatie révolutionnaire, prétextant un regain d'intérêt pour l'héritage paternel. C'est bien, Élise m'a dit maman, les lèvres pincées en un sourire approbateur. Montre à tes frères que tu es de la famille. De la famille. Ces mots me donnaient la nausée, mais je hochais la tête, glissant des copies altérées des carnets dans son sac avant les cours. Les altérations étaient des chefs-d'œuvre de perfidie, une phrase modifiée ici, un paragraphe réécrit là, semant le doute sans alerter. Dans une note sur Danton, j'ai inséré une critique acerbe des ambitieux sans scrupules qui trahissent leur sang pour un trône illégitime, une pique directe à Marc, le banquier opportuniste. Antoine l'a cité dans son exposé, rayonnant sous les applaudissements du prof, mais les murmures ont suivi, est-ce vraiment de ton père? Il a rougi, balbutiant des excuses, et pour la première fois, j'ai vu la faille de l'orgueil des garçons, si fragile sous la surface lisse. Lucien, lui, était plus rustre, un colosse de rugby au Stade Français qui mâchait les idées de papa comme du chewing-gum. Il visait une école de commerce, HEC, pour honorer la famille. Maman l'avait convaincu d'utiliser les lettres de papa pour booster son dossier, des correspondances avec des historiens sur l'économie post-révolutionnaire, présentées comme des insights personnels. J'ai saboté cela avec une élégance vicieuse. Une nuit, après un dîner où elle avait vanté ses entraînements, j'ai effacé numériquement les fichiers partagés sur le cloud familial, les remplaçant par des versions truquées, des analyses erronées sur la faillite des assignats, concluant que seuls les héritiers légitimes survivent aux crises. Lucien a soumis son essai, et le rejet est tombé comme une guillotine, manque de rigueur factuelle. Il a pleuré dans sa chambre, un grondement étouffé qui m'a fait sourire dans le noir. Maman a blâmé le stress, bien sûr. Les garçons sont sous pression, Élise. Soutiens-les, comme une grande sœur. Soutiens-les. J'ai feint l'empathie, lui offrant un verre de vin rouge ou un bourgogne corsé,
le préféré de papa pendant qu'elle se lamentait sur le canapé Voltaire. C'est là que j'ai glissé la première graine du poison véritable, une allusion innocente à la lettre scellée. Papa t'a écrit quelque chose avant de mourir, non? Sur moi. Ses yeux se sont voilés, un instant de panique avant le déni. Des bêtises, ma chérie. Oublie ça. Mais elle n'oubliait pas, je le voyais à ses mains tremblantes, à la façon dont elle évitait la malle quand elle passait dans ma chambre. Ma vie, pendant ce temps, se muait en une toile d'araignée de secrets. J'avais trouvé un job freelance comme archiviste à la Bibliothèque nationale, triant des documents jaunis dans les sous-sols frais de la rue de Richelieu. C'était mon refuge, un labyrinthe de papier où les voix des morts me conseillaient. Là, j'ai rencontré Julien, un doctorant en littérature avec des yeux de Chahuan et une passion pour les romans noirs de Simenon. Il m'écoutait, soir après soir, dans un café enfumé du Marais, tandis que je déversais des bribes de ma rage au patou, juste assez pour tester les os. Ta mère est une marâtre moderne, murmura-t-il, sa main effleurant la mienne. Julien ignorait qu'il était mon alibi, un bouclier contre les soupçons, une vie normale, des rires partagés sur des croissants tièdes. Mais la nuit, seul, je peaufinais le plan. Le cœur de la revanche, exposer le vol intellectuel. J'ai contacté un journaliste freelance, une femme acérée nommée Sophie, qui couvrait les scandales académiques pour Le Monde. J'ai des preuves, lui ai-je dit lors d'un appel crypté depuis un cybercafé près de Bastille. Une famille qui pille l'héritage d'un grand historien pour ses imposteurs. Elle a mordu à l'hameçon, et les semaines suivantes, j'ai drip-feedé des indices, scans anonymes d'extraits plagiés, timeline des admissions des garçons. Sophie creusait, ses mailles codées arrivant comme des munitions, ton frère Antoine a été signalé pour fraude mineure. Ça sent le gros titre. À la maison, la tension montait comme un orage sur la tour Eiffel. Marc rentrait tard, les épaules voûtées, marmonnant sur des pertes en bourse ou ironie du sort, lui qui avait tant misé sur les futures élites familiales. Maman s'agaçait, avalant ses pilules par poignées, ses yeux injectés de sang fixant le vide. Un soir, elle m'a confronté dans la cuisine, la voix chevrotante, « Élise, as-tu fouillé dans mes affaires? Il manque des pages des carnets. » J'ai nié, les larmes aux yeux, des larmes vraies, puisées dans la douleur enfouie. Maman, je ne ferai jamais ça. C'est peut-être les garçons. Elle a claqué la porte, mais le doute s'était planté, une épine dans son cœur de pierre. Antoine a craqué le premier. Lors d'un week-end à Deauville, où la famille louait une villa pour se ressouder, il m'a acculé sur la plage, les vagues léchant nos pieds nus. C'est toi, hein? Les notes trafiquées. Tu nouais à ce point. Son visage, déformé par la jalousie, ressemblait à celui de Marc sous le coup de la colère. J'ai ri, un rire bas et cruel qui a surpris même moi. Haine? Non, cher frère. Justice. Papa n'a jamais voulu que ces mots servent des sangs purs comme le tien. Il m'a giflé, une claque qui a laissé une marque rouge sur ma joue, mais je n'ai pas bronché. Au contraire, j'ai sorti mon téléphone, enregistrant tout. La preuve parfaite pour Sophie. De retour à Paris, le vent tournait. Lucien a raté ses examens de mi-parcours, accusant un sabotage familial. Maman, exsangue, a convoqué une réunion d'urgence dans le salon, les portraits ancestraux nous toisant depuis les murs. Nous devons arrêter de nous déchirer, a-t-elle plaidé, la voix brisée. Mais ses yeux m'accusaient, et dans ce regard, j'ai vu le fantôme de papa, déçu, trahi. J'ai failli flancher, murmurer pardon, mais la lettre scellée a résonné dans ma tête. Non. C'était trop tard pour les regrets. Julien m'a soutenu cette nuit-là, dans son studio exigu du 11e, où l'odeur de livres moisis se mêlait à celle du café brûlé. Tu joues avec le feu, Élise, a-t-il dit, me serrant contre lui. Mais peut-être que c'est ce dont tu as besoin pour renaître. Renaître. Le mot m'a hanté tandis que je fixais le plafond craquelé, imaginant la chute imminente de l'empire maternel. Le pivot de ma vengeance a surgi comme une révélation jacobine, pas la destruction brute, mais l'humiliation publique, cette lame qui tranche l'âme sans effusion de sang. Sophie, la journaliste, avait compilé assez pour un dossier incendiaire à titre provisoire comme l'héritage volé, quand une famille parisienne pille le legs d'un grand historien. J'ai validé les faits de loin, depuis un bistrot anonyme près de l'Opéra, sirotant un pastis amer qui me rappelait les apéritifs solitaires de papa. Publié, ai-je tapé sur mon téléphone jetable. Et n'oubliez pas, la mer est la clé. L'article est sorti un mardi matin pluvieux, barrant la une du Monde avec une photo floue de notre immeuble haussmannien,
masquée pour l'anonymat mais reconnaissable à ses balcons ouvragés. Claire L., veuve d'un éminent professeur, accusée de diluer l'héritage intellectuel de son mari au profit de ses enfants d'un second lit. Les détails suivaient, plagiat documenté, admission frauduleuse, le codicile ignoré du notaire. Antoine et Lucien étaient nommés, leur CV lacéré en lignes accusatrices. Maman ? Décrite comme l'architecte d'une trahison domestique, une marâtre moderne dans un drame bourgeois. J'étais au travail quand l'onde de choc a frappé, triant des lettres de Victor Hugo dans la salle des manuscrits. Mon téléphone a vibré, un appel de Julien, la voix tendue. C'est partout, Élise. Ton nom n'y est pas, mais... Ton appartement est cerné par les paparazzis. J'ai ri, un éclat nerveux qui a fait sursauter la conservatrice. Cerné. Parfait. De retour chez moi ou non, chez eux, car l'appartement n'avait jamais été vraiment le mien, j'ai trouvé le chaos, flash crépitant, micro tendu comme des baïonnettes. Maman, pâle comme un spectre, se terrait derrière les rideaux de dentelle, marcurlant au téléphone sur des avocats. Qui a fait ça, a-t-elle sifflé quand je suis entré, refermant la porte sur la meute. Ses yeux, rougis par les larmes ou l'insomnie, me transperçaient. J'ai haussé les épaules, posant mon sac comme si de rien n'était. Le monde, maman. Ils ont leur source. Elle s'est effondrée sur une chaise, les mains couvrant son visage. Mes garçons. Leur carrière ruinée. Et toi, Élise, tu restes là, intacte ? Intacte ? Si elle avait vu les cicatrices invisibles, les nuits blanches où je revivais la mort de papa, elle aurait compris. Mais non, pour elle, j'étais l'ingrate, la fille qui n'avait pas su partager. Les jours suivants ont été un balai macabre de conséquences. Antoine a été suspendu de l'université, convoqué par un conseil de discipline où ses empreintes au carnet ont été disséqués comme des cadavres à la morgue. Il m'a appelé une nuit, la voix brisée par l'alcool, « C'est toi, salope. T'as tout manigancé. » J'ai écouté en silence, imaginant son visage juvénile ravagé par la honte, puis j'ai raccroché. Lucien, plus impulsif, a fracassé une vitrine de la salle à manger, les éclats de verre scintillant comme des larmes gelées. Marc, furieux, a menacé de me déshériter comme si l'argent comptait face au legs de papa. Mais le vrai poison coulait dans les veines de maman. Elle a commencé à délirer, accusant des fantômes, « Ton père me hante, Élise. Il me dit que j'ai eu tort. » J'étais là pour ses crises, lui servant du thé à la camomille, glissant des calmants volés dans sa pharmacie pas pour la tuer, mais pour l'assommer, la laisser mariner dans ses remords. Une après-midi, alors qu'elle somnolait sur le divan, j'ai sorti la lettre scellée, la lisant à voix haute comme un exorcisme. Protège Élise. Ne dilue pas mon legs. Ses paupières ont frémi, mais elle n'a pas ouvert les yeux. Était-ce de la culpabilité, ou juste le poids des ans? Julien m'a mis en garde lors d'un dîner au zinc du comptoir, ses doigts entrelacés aux miens sous la table. Ça va trop loin, ma puce. Et si elle se suicide? Suicide. Le mot m'a giflé, évoquant les désespérés de la commune se barricadant pour une mort glorieuse. Elle ne le fera pas, ai-je répondu, mais le doute s'insinuait, un ver dans la pomme de ma résolution. Pourtant, reculer n'était pas une option, la revanche était une rivière lancée, et Paris, avec ses pavés luisants de pluie, en était le lit impitoyable. Bientôt, les invitations ont cessé, plus de dîners chez des collègues de marque, plus de vernissage au centre Pompidou où maman paradait comme une veuve éplorée. Au lieu de cela, des lettres anonymes les miennes, postées de boîtes aux lettres du 20e accusant plus, Claire elle a falsifié le testament pour ces bâtards. Les voisins chuchotaient dans les escaliers, les regards fuyant quand je passais. J'ai savouré cela, marchant la tête haute, un fantôme vengeur dans ma propre maison. Puis vint le coup de grâce personnel, j'ai postulé à la Sorbonne, utilisant les originaux intacts des carnets pour un mémoire sur la trahison familiale dans l'historiographie révolutionnaire. Mon directeur, un disciple de papa, a applaudi, « C'est du feu pur, mademoiselle. Votre père serait fier. » Fier. Le mot m'a réchauffé comme un soleil d'été sur les Tuileries. Maman l'a appris par un appel maladroit de sa part, elle a raccroché, le combiné claquant comme un verdict. Ce soir-là, elle m'a confronté dans ma chambre, la malle ouverte comme une blessure béante. Tu les as cachés, hein? Les vrais carnets. Sa voix était un murmure rauque, chargé de défaite. J'ai levé les yeux de mon ordinateur, où je rédigeais une réponse à Sophie pour un suivi. Oui, maman. Pour les protéger.
De toi. Elle s'est affaissée contre le mur, glissant jusqu'au sol, sanglotant comme je ne l'avais jamais vue, pas même à l'enterrement de papa. Je t'aimais, Élise. J'ai juste voulu une famille complète. Complète. Le mensonge ultime. Je l'ai laissé là, pleurant dans l'ombre, et suis sorti fumer une cigarette sur le balcon, regardant les lumières de la ville scintiller comme des complots en gestation. La phase suivante approchait, non plus l'exposition, mais la destruction intime. La destruction intime a commencé par un rituel. Chaque matin, je versais une goutte de laxatif dans son café inodore, insipide, mais implacable. Ce n'était pas pour la tuer, non, c'était pour la vider, la purger de son arrogance comme on expulse un poison du corps. Elle passait des heures aux toilettes, pâle et tremblante, tandis que je feignais l'inquiétude. « Maman, va voir un médecin. » Elle refusait, accusant le stress, les traîtrises qui la rongeaient de l'intérieur. Ironie, c'était moi, la traîtresse, qui orchestrait sa chute physique pour mieux briser son esprit. Antoine et Lucien avaient fui l'appartement comme des rats d'un navire coulant. Antoine s'était terré chez un cousin à Lyon, jurant de ne plus jamais revenir. Lucien, plus théâtral, avait claqué la porte une nuit d'orage, hurlant « T'es une sorcière, Élise. T'as ruiné tout. » Marc, pragmatique, avait loué un pied-à-terre près de la Défense pour ses affaires, laissant maman seule avec ses ombres. Seule avec moi. C'était l'occasion rêvée, transformer notre foyer en un théâtre de l'absurde, où chaque regard, chaque mot, était une réplique calculée. J'ai commencé par les photos de famille. Celles accrochées dans le couloir au papa et moi riant sur un banc des buttes Chaumont, maman enceinte de moi sous les cerisiers en fleurs. Je les ai remplacées par des agrandissements des carnets, pages ouvertes sur des passages soulignant la cupidité des seconds époux. Quand elle passait, titubante, elle s'arrêtait, lisait, et je voyais les larmes couler. « Pourquoi me torturer ainsi ?» murmurait-elle un soir, lors d'un dîner réduit à du pain et du fromage. J'ai haussé les épaules, pour te rappeler, maman, que le passé ne se partage pas. Julien, mon ancre dans la tempête, me suppliait d'arrêter. Nous nous voyons en cachette, dans des hôtels discrets du quartier latin, où les draps froissés absorbaient mes confessions. C'est de la cruauté, Élise. Tu deviens comme elle, froide, manipulatrice. Froide ? Peut-être. Mais manipulatrice ? C'était de la survie, forgée dans les feux de l'abandon. Une nuit, après l'amour, il m'a serré contre lui, laisse-la partir. Prends les carnets et recommence à zéro. À zéro. L'idée me terrifiait, Paris était tatoué en moi, ses rues des veines pulsant de souvenirs. Au lieu de cela, j'ai accéléré. J'ai invité Sophie pour un thé confidentiel, dans un salon de thé du Palais Royal, sous les arcades élégantes. Il y a plus, lui ai-je dit, glissant une enveloppe contenant des relevés bancaires falsifiés ou des transferts de fonds de l'héritage de papa vers les comptes des garçons. Faux, bien sûr, mais crédible, numéro de compte masqué, dates alignées sur les inscriptions scolaires. L'article de suivi a éclaté comme une grenade, fraude financière dans l'ombre d'un legs académique. Marc a été interrogé par la police, les headlines parlaient de complot familial. Maman a fait une crise cardiaque ce jour-là, mineure, mais terrifiante. Je l'ai trouvé effondré dans la salle de bain, les carreaux froids contre sa joue, murmurant « Pardon. Pardon. » J'ai appelé les urgences, tenu sa tête pendant l'arrivée des brancardiers, et pour un instant, la fille en moi a ressurgi, celle qui avait cru en son baiser d'enfant. Mais à l'hôpital, Cochin, tandis qu'elle reprenait conscience dans la chambre stérile, ses yeux m'ont fixé avec une clarté nouvelle. « C'est toi qui fais ça, n'est-ce pas ? » Tout. J'ai hoché la tête, libérant le poids. Oui. Pour papa. Pour moi. Elle a ri, un rire cassé, comme du verre pilé. Ton père. Il t'a gâté avec ses idées. La vengeance ne guérit rien, Élise. Elle te ronge. Rongea ? Peut-être, mais c'était un rongement choisi, pas subi. Les jours suivants, à son chevet, j'ai lu des passages des carnets les vrais, ceux sur la résilience des opprimés, les femmes de la Révolution qui avaient brûlé les châteaux pour renaître des cendres. Elle écoutait, les veines bleues saillantes sous la peau translucide, et parfois, elle hochait la tête, il était brillant. Trop, peut-être. De retour à la maison au quart malgré tout, c'était encore à la maison, j'ai brûlé les copies altérées dans la cheminée, les flammes dansant comme des diables rieurs. Julien m'a rejointe ce soir-là, portant une bouteille de cognac et un air résolu. Finissons en, Élise. Demande-lui pardon,
ou pars. Pars. Le mot flottait, tentant, évoquant des trains pour Marseille, des voiles sur la Méditerranée. Mais non, la fin devait être ici, dans ce appartement qui puait le regret. Le climax est arrivé lors d'une visite surprise des garçons. Antoine, amaigri, les yeux caves, Lucien, poing serré, une cicatrice fraîche sur la lèvre. Ils avaient lu l'article sur la fraude, et la rage bouillonnait. « T'as falsifié les comptes, hein ?» Pour nous couler, a craché Antoine. Maman, affaiblie, s'est interposée, assez. C'est ma faute. J'ai forcé le partage. Silence. Puis, dans un souffle, elle a avoué, la lettre de papa, le codicile ignoré, les photocopies forcées. J'ai voulu réparer mon vide. Avec vous tous. Mais j'ai brisé Élise. Les jumeaux l'ont regardé, incrédules, puis moi au pas avec haine, mais avec une pitié qui piquait plus que les coups. T'es pathétique, maman, a marmonné Lucien, tournant les talons. Antoine a hésité, puis suivi. La porte a claqué, et elle s'est effondrée, un sanglot primal secouant son corps frêle. J'ai tendu la main, touchant son épaule pour la première fois depuis des mois. C'est fini, ai-je dit. Fini? Pas encore. Le poison physique s'estomperait, mais celui de l'âme persistait. Après la confrontation, l'appartement est devenu un mausolée vivant, chaque meuble un reproche muet, chaque craquement du parquet un écho de pas fantôme. Maman s'est retirée dans sa chambre, un sanctuaire barricadé de couvertures et de regrets, ne sortant que pour des repas silencieux où nos fourchettes tintaient comme des chaînes. J'aurais pu partir, Julien insistait, promettant un appartement partagé dans le 5e, des matinées paresseuses au Luxembourg, mais rester était ma punition autant que la sienne, forcer la cohabitation, laisser la culpabilité fermenter comme un vin aigre. Les semaines se sont étirées en un automne gris, les feuilles des marronniers tombant en averse sur les boulevards, miroir de ma propre déchéance. Le mémoire à la Sorbonne avançait, un rempart contre le vide, j'y disséquais comment les héritages trahis forgeaient les monstres intérieurs, citant papa avec une ferveur qui me brûlait les doigts sur le clavier. Mon directeur m'a félicité lors d'une soutenance intermédiaire, vous capturez l'essence de la douleur révolutionnaire, mademoiselle. C'est personnel, viscéral. Personnel. Si seulement il savait à quel point. Maman, elle, se confessait par bribes. Un soir, penchée sur une soupe tiède, elle a murmuré, « J'ai épousé ton père pour son éclat, Élise. Pas pour l'amour. » Après sa mort, j'ai eu peur du silence. Marc était stable, prévisible. Stable. Le mot m'a fait grincer des dents, papa était un volcan, Marc un tas de cendres. Et les garçons, ai-je demandé, la voix neutre. Elle a baissé les yeux, un pansement. Mais je t'ai sacrifié pour eux. Pardonne-moi. Pardonner? Le mot flottait, insaisissable comme la brume sur la Seine au lever du jour. Julien et moi avons rompu lors d'une dispute sous la pluie, près du pont des Arts. Tu l'as et encore, a-t-il accusé, l'eau ruisselant sur son visage comme des larmes. Et ça te bouffe vivante. Il avait raison, la vengeance m'avait vidé, laissant un creux où battait un cœur mécanisé. Va-t'en, ai-je dit, et il est parti, emportant nos rires et nos secrets dans la nuit parisienne. Seul, j'ai erré jusqu'à l'aube, les cadenas d'amour sur le pont moqueur sous les réverbères. Les garçons ont réapparu sporadiquement, Antoine pour signer des papiers de divorce, Marc avait fui, abandonnant tout, Lucien pour quémander de l'argent, ses rêves de rugby brisés par des scandales de dopage qu'il imputait à mon maléfice. Maman les repoussait doucement, sa voix un fil ténu, on s'est trompés tous. Mais les erreurs ne s'effaçaient pas, elles s'incrustaient, comme la rouille sur les grilles du Luxembourg. Mon propre effondrement est venu lors d'une nuit d'insomnie, fouillant la malle de papa pour un réconfort éphémère. Au fond, une photo oubliée, lui, jeune, serrant un bébé au mois contre son torse, maman en retrait, sourire forcé. La jalousie m'a submergé, même alors, elle n'était pas pleinement là. J'ai hurlé, un cri primal qui a traversé les murs, et elle est accourue, pâle, les cheveux en désordre. Élise. Qu'est-ce que? Je lui ai jeté la photo, regarde-nous. Tu nous as volé dès le début. Elle s'est agenouillée, ramassant l'image comme un talisman. J'étais jeune, perdu. Ton père. Il m'effrayait avec sa grandeur. J'ai voulu une vie simple. Simple. Le mot a allumé une étincelle, peut-être que ma vengeance n'était pas pour papa, mais pour la petite fille que j'avais été, abandonnée dans l'ombre de ses ambitions. Nous avons pleuré ensemble ce matin-là,
un torrent salé qui a lavé les poisons accumulés. Pas de pardon total, mais une trêve, elle a brûlé ses copies des carnets, jurant de ne plus toucher au legs, j'ai promis d'essayer, de ne plus verser de gouttes dans le café. Paris, indifférente, continuait son ballet, vendeur de marrons chauds aux odeurs sucrées, couples enlacés sur les quais, le ronron des métros souterrains. J'ai repris mes marches solitaires, mais avec une légèreté nouvelle, comme si le poids s'allégeait. Sophie m'a appelé pour un livre, ton histoire ferait un roman. J'ai ri, c'est déjà un drame. Pourtant, les ombres persistaient. Une lettre d'Antoine, je pars en Amérique. Ne me cherche pas. Lucien, silence radio. Marc, divorcé et ruiné, avait vendu ses montres pour payer les avocats. Maman maigrissait, ses yeux s'enfonçant dans des orbites creusées, mais elle souriait parfois, un vrai sourire, en me voyant noircir des pages. L'hiver a enveloppé Paris d'un manteau de givre, transformant les haussmanniens en palais de cristal fragile, prêts à se briser au moindre choc. Maman et moi avons navigué cette saison comme des survivantes d'un naufrage, apprenant à coexister sans armes ni poison, ni mots acérés. Elle s'est mise à peindre, renouant avec sa jeunesse bohème, toiles abstraites de bleu et de rouge, évoquant peut-être les flammes de la Bastille ou les plaies invisibles de notre saga. C'est libérateur, disait-elle, le pinceau tachant ses doigts comme du sang dilué. Moi, je terminais le mémoire, une cathédrale de mots où papa ressuscitait, sa voix guidant mes conclusions sur la rédemption post-traumatique. Le pardon, s'il existait, était un processus lent, comme la fonte des neiges sur les toits de zinc. Un matin de décembre, alors que la tour Eiffel scintillait de ses lumières festives au loin, elle m'a tendu une boîte en velours, la bague de fiançailles de papa, un solitaire modeste gravé d'une date. Garde-la. Pour te rappeler que l'amour, même imparfait, forge des chaînes solides. J'ai glissé l'anneau à mon doigt, froid d'abord, puis réconfortant, un serment silencieux de ne plus laisser le passé dicter l'avenir. Les garçons? Des échos lointains. Antoine m'a écrit d'une fac obscure du Midwest, ces mots guindés, j'apprends à mes dépens. Peut-être un jour. Lucien, plus direct, a appelé pour Noël, sa voix pâteuse d'un Noël arrosé, joyeux bordel, frangine. T'as gagné. Gagné? La victoire avait un goût de cendre, personne n'avait triomphé, seulement survécu. Marc, relégué à un 2 pièces près de Pigalle, envoyait des chèques sporadiques réparations financières, pas affectives. Julien est revenu un soir de Nouvel An, sous une pluie fine qui dansait sur les pavés de la place Vendôme. Je n'ai pas pu t'oublier, a-t-il dit, ses lèvres goûtant le champagne et le regret. Nous avons reconstruit, doucement, promenade au jardin des plantes, où les serres humides abritaient des orchidées farouches comme nos âmes cabossées. Il lisait mes drafts, corrigeant avec tendresse, moins de rage, plus de lumière. Lumière. Le mot d'ordre pour l'année nouvelle. Maman s'est ouverte un jour, lors d'une sortie rare au marché d'Aligre, nos sacs emplis de fromage et de pain croustillant. J'ai revu le notaire, a-t-elle dit, mordant dans une pomme juteuse. Les carnets sont à toi, légalement. J'ai signé. À moi. Le legs intact, un trésor rendu. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble gigot, Bordeaux, rire forcé d'abord, puis sincère. À papa ai-je porté un toast, et elle a répondu, à nous toutes. Le printemps a apporté la guérison, ou du moins son illusion, mes feuilles de soutenance, un 18 cumulé avec mention, un poste d'assistante à la Sorbonne, là où papa avait professé. Maman a exposé ses toiles dans une galerie du Marais, anonyme mais applaudie des critiques murmurant d'une douleur transfigurée. Les garçons? Antoine rentra pour l'été, squelettique mais curieux, feuilletant les carnets avec une humilité nouvelle. Lucien promit une visite, son accent américain naissant au téléphone. Ma vengeance, rétrospectivement, n'était pas une fin, mais un pont vers cette paix précaire. J'ai visité la tombe de papa un jour de mai ensoleillé, la pelouse verte comme un espoir neuf. C'est fait, ai-je dit aussi près. J'ai protégé ton legs. Et le mien. Le vent a porté mes mots, et pour la première fois, j'ai senti sa présence non comme un fantôme accusateur, mais comme un allié bienveillant. Paris, éternel, nous a absorbés, ces cafés bruissants de conversation, ces ponts arqués sur un fleuve indomptable. Maman et moi marchions désormais côte à côte, nos ombres se fondant sans se chevaucher. La trahison avait creusé un abîme, mais la compréhension l'avait comblé, pierre par pierre. Étais-je guéri? Pas entièrement, des nuits, le poison remontait, un goût âcre sur la langue. Mais je choisissais la lumière, cette clarté parisienne qui transforme les cicatrices en médailles.
Et ainsi, l'histoire se boucle au non en apothéose sanglante, mais en un murmure résilie, la fille a repris son héritage, la mère son humanité, et la ville, indifférente, continue de pulser. Car en France, la vraie révolution n'est pas dans les rues, mais dans les cœurs qui apprennent à pardonner sans oublier.